La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse, c'est le dernier de la semaine, nous sommes le vendredi 14 juin 2024 et il s'appelle « Les gagnants raflent tout ». La bourse européenne est KO depuis les dernières élections, mais Wall Street s'en fiche un petit peu, les valeurs technologiques sont si excitantes pour les investisseurs que tout le monde se rue dans la brèche. Un sentiment qui est d'ailleurs renforcé par une politique monétaire qui va en s'assouplissant aux États-Unis. Pour autant, le fossé se creuse entre les perma-gagnants et le reste de la cote. À ceux qui se posaient encore la question hier, et dont je fais partie d'ailleurs, le constat est clair, les élections européennes ont plombé l'ambiance sur les marchés à cause des conséquences qu'elles ont provoquées en France. Je n'ai pas d'avis sur la tactique qui est utilisée par Emmanuel Macron, mais je suis d'accord avec une chose qu'il a dite mercredi, les masques tombent. Les masques tombent du côté des candidats dans les 2 semaines qui viennent, puis ils tomberont lors de l'entre-deux tours, et les masques vont aussi tomber du côté des électeurs. Dans une certaine mesure, on peut dire que le terne Olaf Scholz paye aussi les pots cassés en Allemagne. Les 2 premières économies européennes sont un peu KO, et d'ailleurs c'est pas étonnant si Paris et Francfort ont perdu encore 2% hier. Les investisseurs stressés peuvent se rabattre par exemple sur Zurich où l'on baisse moins qu'ailleurs en s'appuyant sur le trio Roche, Nestlé et Novartis de la bonne vieille valeur défensive. Mais bon, ils peuvent aussi se tourner vers l'autre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis en effet, les performances n'ont certes pas été homogènes, mais le S&P 500 et le Nasdaq 100 ont encore franchi des pics. Le concept des gagnants qui raflent tout, winner takes all, est illustré à merveille par le parcours des actions sur la période récente. Alors en réalité c'est le cas depuis longtemps, mais c'est encore plus prononcé actuellement. Hier, le marché a encore été tracté par la technologie, notamment par Nvidia et Broadcom, les 2 principaux dossiers, avec un petit tampon validé par l'IA de la cote américaine. Il faut ajouter à cela une belle performance d'Eli Lilly, avec son petit tampon validé pour le traitement de l'obésité, et vous avez les 3 locomotives du marché. On a aussi Tesla qui a bien aidé hier, mais le titre fonctionne sur courant alternatif par rapport aux 3 entreprises précitées. D'ailleurs, ça permet de compléter le fil rouge de la semaine. Apple est repassé d'un cheveu hier devant Microsoft pour le titre de plus grosse capitalisation du monde, mais Nvidia est désormais à seulement 3% de ce duo, ce qui laisse penser qu'il faut préparer les papiers annonçant l'avènement du groupe de Jensen Huang. Wall Street empile donc les records, mais c'est un peu sur des sauts de puce et en laissant à quai une partie des entreprises cotées. Pourtant, les dernières nouvelles étaient plutôt bonnes du côté de la trajectoire de la politique monétaire américaine, puisque la poursuite de la décrue de l'inflation et aussi des signaux favorables au refroidissement des prix à l'avenir ont regarni l'arsenal de la Fed. La Banque centrale américaine a pu s'engager sur une baisse de taux cette année tout en gardant en réserve une seconde réduction potentielle. Le marché, lui, il prend presque pour acquis 2 assouplissements entre septembre et décembre. Mais là où on voit que ça coince un petit peu, c'est que le S&P 500 a gagné 4% en un mois, pendant que le S&P 500 équipondéré a baissé de 1%. Ce sont donc toujours les grosses capitalisations adulées par les investisseurs qui font la tendance. C'est maintenant le moment de notre contenu détente du vendredi. Il y a quelques jours, un lecteur m'a demandé s'il n'y avait pas une erreur dans une dépêche sur un prix de 350 millions d'euros annoncé pour la machine de production dernier cri d'ASML, production de semi-conducteurs. Après vérification, c'est bien le prix catalogue de la bête qui va équiper TSMC et Intel notamment. Mais ASML n'est pas la seule entreprise cotée à vendre des produits fort chers. Voici quelques exemples glanés à droite et à gauche ce matin. Et là, je vais donc vous parler d'Airbus, de Ferrari, d'Hermès, de Richemont, de Caterpillar, de John Deere, de Italian Sea Group et même d'Intuitive Surgical. On va commencer du plus petit au plus grand. Le producteur de matériel agricole John Deere vend un récolteur de canne à sucre qui vaut 1,25 million de dollars pièce. Quant au groupe américain de matériel médical de pointe Intuitive Surgical, il commercialise son robot chirurgien Da Vinci au prix unitaire de 1,5 million de dollars. On monte en gamme avec le cellier Hermès, où il est possible de trouver des prix très élevés sur des modèles neufs, mais le record provient apparemment d'une vente aux enchères remontant à quelques années lorsqu'un sac à main Birkin Bijou avait été adjugé à plus de 2 millions de dollars. On reste dans le luxe avec la compagnie financière Richemont qui a vu pour sa part un collier de la division Van Cleef & Arpels partir pour 2,2 millions de dollars, là encore en salle des ventes. On repart dans l'industrie lourde avec Caterpillar, dont le camion minier géant emblématique, le CAT 797, coûte 5 millions de dollars pièce. On franchit maintenant un palier. Chez Ferrari, de nombreux modèles atteignent des prix à 2 chiffres en millions, mais apparemment le bolide le plus recherché est une Ferrari 250 GTO en livrée Silver Blue. Elle a été adjugée à 70,2 millions de dollars aux enchères. On reste dans le luxe, mais le luxe qui flotte. Plusieurs fabricants de yachts vendent des navires très onéreux. The Italian Sea Group, par exemple, qui est coté
cotée en bourse en Italie, demande 85 millions d'euros pour l'une de ses dernières créations personnalisées. Enfin, on termine sur Airbus. Les avions civils atteignent des prix très élevés, même si l'on sait que les prix catalogues ne sont jamais appliqués et que les ristournes peuvent être substantielles. En tout cas, l'appareil le plus onéreux de la gamme sur le catalogue d'Airbus est le gros porteur A350-1000. Il affiche un prix catalogue de 400 millions de dollars. Alors ce prix est tiré de plusieurs sources parce qu'Airbus ne fournit plus de liste de prix théorique depuis 2018. Alors à ce tarif-là de 400 millions de dollars, on peut quand même acheter 320 récolteurs de canne à sucre chez John Deere, qui nous fera probablement une petite réduction au vu de la quantité achetée. On revient sur des considérations plus sérieuses ce matin. Une autre banque centrale, autre que la Fed, fait jaser. La Banque du Japon a maintenu comme prévu le statu quo sur ses taux, mais elle a décalé à juillet l'annonce de son plan de réduction d'achat d'actifs. Le marché s'attendait à une politique un petit peu plus stricte. Du coup, le yen a chuté et les actions japonaises ont renforcé leurs gains dans le sillage de cette annonce. Plus près de nous, et c'est pas tellement une bonne nouvelle, l'écart, c'est-à-dire le spread entre le coût de la dette allemande et le coût de la dette française est passé à 69 points. C'est un signe évidemment de la défiance du marché vis-à-vis de la signature française dans un contexte électoral explosif. Ce spread n'avait jamais été aussi fort depuis 2017. Et pour donner une autre idée, à 3,16% sur 10 ans, le rendement de la dette française est remonté au niveau de celui du Portugal qui est à 3,17% actuellement. Sur l'agenda macro du jour, l'intérêt se focalisera sur la confiance des consommateurs américains. Elle sera connue à 16h via l'enquête de l'université du Michigan. Les économistes attendent une légère amélioration, mais par rapport à un niveau qui était très faible au mois de mai. Côté Asie-Pacifique ce matin, les parcours sont assez disparates, ce qui a été le cas tout au long de la semaine. La décision de la Banque du Japon, ou plutôt la non-décision, permet au Nikkei 225 de gagner 0,3%. Ce sera quand même insuffisant pour faire basculer l'indice dans le vert sur la semaine. La mauvaise semaine chinoise se confirme quant à elle, avec des baisses à la fois à Shanghai et à Hong Kong pour terminer la séance de vendredi. La Corée du Sud et Taïwan s'en sortent mieux, elles profitent du poids de leur valeur technologique pour clôturer sur une bonne note dans le sillage des semi-conducteurs du Nasdaq. L'Inde gagne 0,2% pendant que l'Australie a clôturé à moins 0,3% ce matin pour une semaine qui est globalement baissière du côté de Sydney. Les indicateurs avancés européens, eux, ils ont l'air tentés par un petit rebond, mais la tendance est toujours aussi fragile. Côté actu des sociétés, en France d'abord, Euronext a annoncé les modifications des indices traditionnels du mois de juin. Le CAC 40 reste inchangé, mais GTT et Spire remplacent Swatec et Pluxee dans le CAC Next 20. Ces deux dossiers sont reversés dans le CAC Large 60. Casino et Esso entrent pour leur part dans le SBF 120. Casino, pourquoi? Je ne sais pas trop. En tout cas, ils chassent Solution 30 et XFAB. Les changements seront effectifs le 17 juin. Par ailleurs, Total Energy cède sa filiale au Brunei. Accor et LVMH ont conclu un partenariat stratégique en vue d'accélérer le développement de l'Orient Express. Stellantis a au moins 2 usines américaines qui ont besoin d'un redressement important selon son PDG. Stellantis qui a tenu hier une importante réunion investisseurs. EPC et Total Energy s'associent pour un projet de centrale solaire en Occitanie. BNP Paribas et BPCE s'allient dans les paiements. La France propose de racheter les activités stratégiques d'Atos sur la base d'une valeur d'entreprise de 700 millions d'euros. Valeur d'entreprise, ça veut dire dette incluse. Ubisoft lance une nouvelle opération d'actionnariat salarié. Worldline a franchi sans encombre une assemblée générale un petit peu piégeuse. Compagnie des Alpes prend le contrôle d'Urban. Europort, la filiale de Getlink et Kerlink ont lancé TrackValue, une application de logistique utilisant la connectivité spatiale IoT de Kineis. Esker signe un partenariat avec Ernst & Young, le cabinet d'audit et de conseil. Monaki Technologies annonce de nouvelles données très favorables à l'utilisation du Cellvisio pour le diagnostic des kystes du pancréas. DMS se rebaptise European Medical Solutions. Carmat lance la transformation en action de la première tranche de son emprunt auprès de la BEI et l'apport de la SCI Saint-Ange à Metavisio est valorisé 4,35 millions d'euros via l'émission de 4,45 millions d'actions. Côté agenda des publis, on avait Groupe LDLC et Eneo aujourd'hui. À l'international en Europe, Bellway a confirmé l'offre de rachat sur son concurrent Crest Nicholson au Royaume-Uni pour un montant de 8,3 milliards de dollars. UBS céderait ses activités chinoises du Crédit Suisse à un fonds d'État et Mercedes va investir 360 millions de dollars dans l'État indien de Maharashtra. On a Tesco qui doit publier ses performances trimestrielles aujourd'hui. Par ailleurs, côté Amérique, Adobe flambe de 15% hors séance après ses trimestriels. L'accord sur les frais de 30 milliards de dollars entre Visa et Mastercard serait en péril selon Reuters et Microsoft retarde le lancement de sa fonction Recall AA pour des raisons de sécurité. Par ailleurs, la New York Community Bank Corp a acquis les actifs de Signature Bank. L'armée des petits investisseurs de Musk se réjouit de l'approbation d'un plan de rémunération de 56 milliards de dollars pour le patron de Tesla. Tyson Foods a suspendu son directeur financier John Tyson après son arrestation et GameStop
reporte la réunion de ses actionnaires au 17 juin après des difficultés techniques. J'ajoute que Wells Fargo a licencié des banquiers qui avaient organisé un système pour faire croire qu'ils étaient devant leur poste alors qu'ils tiraient au flanc, et Teva poursuit Corcept pour le monopole de mifepristone dans le traitement d'une maladie rare. Il n'y a pas de publication importante ailleurs dans le monde aujourd'hui. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il fallait savoir pour bien démarrer cette dernière séance boursière de la semaine. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.